Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast du PSG Club Montréal, un podcast dans lequel on débriefe les matchs du Paris Saint-Germain, on parle de l'actualité du club et on se projette sur les échéances à venir. Au sommaire aujourd'hui, on va parler du Classico, du match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, qui s'est soldé par une défaite du PSG 1-0. Un match qui s'est déroulé dans des circonstances assez rocambolesques, qui a été déplacé à cause des intempéries qui se sont passées dans le sud de la France, avec une équipe qui a été fortement remaniée du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, on parlera du Saint Ousmane Dembélé, enfin sacré Ballon d'Or de la saison 2024-2025. On reviendra sur cette cérémonie qui a été marquée par le socle parisien. Beaucoup de nommés dans cette cérémonie. Ensuite, pour terminer, on parlera du match entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain qui aura lieu mercredi à Barcelone. Et on se demandera si ce n'est pas le premier tournant de la saison pour le Paris Saint-Germain. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec mes acolytes. Le premier, c'est Johan. Ça va, Johan ? Salut Eddy, ça va et toi ? Ouais, ça roule tranquillement. Il fait toujours aussi beau. Hein. Ouais, c'est ça. On a du beau temps. On a du foot qui commence dans les prochaines minutes. Là, on tourne juste avant Auxerre, donc. C'est ça. Pour des raisons de logistique, effectivement, on a été obligé de tourner ce podcast avant le match contre Auxerre. Donc, il y aura peut-être des choses qui auront bougé d'ici là. Mais bon, on préférait vous prévenir. Et puis bon, bah voilà, comme chaque semaine, petit point météo, toujours aussi beau, du soleil, l'été indien qui se prolonge. On est heureux, quoi. Et ensuite, pour m'accompagner, je suis avec mon acolyte, le second, Bruce. Ça va, Bruce ? Oui, ça va bien. Et toi ? La semaine prochaine, gros match de Ligue des Champions. Donc, des belles échéances à venir pour notre Paris Saint-Germain. Donc oui, ça va. Et comme tu as dit, le beau soleil et la belle saison qui se présente. C'est ça. Bon, bah écoutez, on va pouvoir commencer ce podcast. Donc, on revient sur ce classique. Après 14 ans sans défaite au stade Vélodrome, les Parisiens se sont inclinés 1-0. Un but de Marquinhos contre son camp, une équipe qui a été remaniée avec plusieurs absents. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez pensé du plan de jeu de Luis Enrique ? Ben moi, je peux y aller. Moi, je trouve qu'on a manqué pas mal d'impact. Sur le papier, je trouvais que la composition me plaisait bien. J'avais hâte de voir une défense à 3. Dans sa conception, sur le papier, ça avait l'air d'être une belle défense à 3, avec des latéraux, comme on le sait, qui ont beaucoup de facultés de percussion, donc j'avais vraiment hâte de voir ça. Hakimi, Mendes sur les côtés, ça pouvait être vraiment très intéressant. Malheureusement, on a manqué vraiment d'impact. Je trouve que niveau physique, on n'était pas là, on était niveau jeu direct, on avait beaucoup de manquements. C'est vraiment dommage, on a l'habitude de voir des choses vraiment plus intéressantes. Mais c'est vrai qu'on a senti des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble. Hein. En fait, l'Olympique de Marseille a quand même bien pris le PSG dès le début du match. On a senti qu'ils avaient de l'agressivité dans le bon sens du terme, notamment avec Højbjerg qui a mis pas mal de tampons pendant le match. Et malheureusement, deuxième boulette pour Lucas Chevalier. Il en avait déjà fait une contre Tottenham qui n'avait pas eu de grosses conséquences parce qu'après il s'était rattrapé pendant la séance de tir au but. Mais c'est vrai qu'on a vu que les Marseillais avaient plus faim que les Parisiens, quoi. Effectivement, comme mon acolyte a dit, Paris qui a été pressé dès le début du match. Et personnellement, effectivement, une erreur de Chevalier, malheureusement. Et Marquinhos qui marque contre son camp. Et personnellement, l'attaque n'était tout simplement pas présente, malheureusement. Et comme on a dit, la défense à 3. J'avais hâte de voir ça, mais voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Mais du coup, je vais vous demander, est-ce que vous pourriez me donner un top et un flop de ce match ? Moi, je vais mettre Vitinha. Il a touché quand même beaucoup de ballons. Il est toujours bien présent dans le jeu. Donc, dans le cours du jeu, c'est toujours lui qui est métronome. Et il essaye de mettre du rythme. Donc, ça, c'est toujours intéressant à voir. Les portées de balles, il est toujours capable d'aller vers l'avant. Je pense plus d'une centaine de ballons qu'il a touchés. Après, en flop, Ramos, très fébrile devant, très peu de ballons touchés. On a du mal à le trouver, toujours invisible. Moi, honnêtement, ça me rappelle un peu Cavani à l'époque. Dans le jeu, tu as l'impression qu'il n'est pas impliqué. Dans le collectif, tu as l'impression qu'il n'est pas dedans, qu'il a du mal à être trouvé par ses partenaires. Puis niveau technique, il est vraiment en dessous des autres
quand il a le ballon, c'est vraiment. Ouais, ça se sent, on le sent, c'est vrai, effectivement, on le sent tout de suite quand il a le ballon. Mais tu vois, par exemple, la comparaison avec Cavani, au moins, il défendait, quoi. Il s'arrachait, tu vois, il était là, il était présent. Ramos, c'est vraiment, t'as l'impression qu'il traîne son spleen. Et moi, je suis quand même assez inquiet pour lui pour cette saison parce qu'on voit vraiment qu'il rentre plus du tout dans le plan de jeu de Luis Enrique, quoi. Ouais, et puis en plus, on va devoir faire avec lui pendant pas mal de matchs encore, sûrement. Donc, soit il faut qu'il se réveille, soit ça va être vraiment compliqué, ou alors il va choisir des. Mayoulou, tu mets Mayoulou, c'est ça. Hein. Je pense que c'est la meilleure solution. Hein. Avec Barcola qui va revenir, Doué qui va revenir avant Dembélé, à mon avis, il y a des chances que Ramos y reprenne le banc rapidement. Là, honnêtement. Ouais, c'est ça. Et malheureusement, c'est dommage parce que ça a l'air d'être un bon gars et puis il nous a donné quand même rendu pas mal de services l'année dernière. Mais là, c'est le moment où, au fait, où il faut qu'il prenne les rênes et. Il est complètement fantomatique quoi, sur le terrain. Il fait 1m80, je sais pas combien, mais j'ai l'impression qu'il prend aucun ballon de la tête. Il en rate jamais une belle, disponible dans la surface. Il en rate une belle contre Marseille. Il est pas mis avec le ballon, avec le pied, mais j'ai l'impression qu'avec la tête, c'est tout aussi compliqué parfois. Ouais. Donc, alors que la saison passée, on a quand même entrevu des belles choses. Donc, je suis un peu déçu que maintenant qu'il a du temps de jeu, on le trouve pas. Ouais, je suis d'accord. Et même, on l'a vu contre Madrid, il avait mis un but assez magnifique. Il nous a montré qu'il avait quand même techniquement, il avait quelque chose. Il a du ballon. Mais ouais, voilà. Je suis assez d'accord avec toi pour Ramos. Bruce, qu'est-ce que t'en penses, toi, ton top et tes flops? Personnellement, justement, dans les flops, honnêtement, j'ai envie de dire Gonzalo aussi. Mais pour moi, il y a une inquiétude qui est pas mal plus grosse aussi. Un certain joueur qui, depuis sa blessure, n'est plus du tout le même. Warren Zaïre-Emery. Je le reconnais plus, en fait. Il a eu tellement de grosses performances, par exemple son but contre Dortmund, que j'ai en souvenir. Entre autres, mais voilà, depuis sa blessure, que ce soit sa blessure en équipe de France, l'an dernier, c'est contre Gibraltar, c'est plus du tout le même. Et justement, j'ai écrit un article là-dessus à propos de ces inquiétudes-là. Et voilà, je le reconnais plus. Et pour moi, ça reste. Ses performances sont très inquiétantes pour la suite. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, je pense que moi, j'aurais mis aussi dans mon flop Warren Zaïre-Emery parce que pareil, je suis vraiment très inquiet. On le voit lui aussi. Enfin, en fait, le truc qui était intéressant avec lui, c'est que c'est un milieu box-to-box et qu'en fait, il avait ce côté. Il respectait le plan de jeu, mais des fois, il se permettait des fantaisies. Il se projetait. Il faisait des dépassements de fonction et il le fait plus du tout en fait. Il reste dans son rôle et du coup, on a un joueur qui est neutre. Un yaourt nature comme dit un certain chroniqueur et effectivement je pense en fait il s'est passé beaucoup de choses. Il a passé son bac, il y a quand même un renouvellement de contrat qui est assez conséquent. Je crois que c'est le 4e ou 5e salaire du club à peine 19 ans. Je crois qu'il sort pas la tête de l'eau quoi. Ça se voit qu'il a la tête sur les épaules quand même quand il parle, etc. Je pense pas que le contrat ça lui pèse tant que ça, mais vraiment j'ai l'impression que niveau physique il a pris un retard conséquent par rapport aux autres. Il n'arrive plus à s'en remettre honnêtement. Ouais, il a plus cette fantaisie effectivement qui faisait que c'était un joueur au-dessus des autres quoi. Justement en fait le problème c'est qu'au début il était là en concurrence avec par exemple les joueurs que j'ai en tête. Du genre Fabien Ruiz, par exemple. Le trio, bien sûr. Mais là, présentement, c'est impossible. C'est littéralement impossible. Et il est très loin. Parce que justement, il y a un Vitinha qui est au maximum de sa forme présentement. Même au-delà de parler de concurrence directe, je veux dire même en tant que remplaçant qui doit faire les efforts, qui doit prouver quelque chose un peu comme Gonzalo Ramos quand les trois sont pas là. Même à ce niveau-là, il est loin quoi. On le voit. Moi, je l'ai vu le match contre Marseille, mais ça m'embête de dire ça parce que c'est un joueur que j'apprécie. Il vient du centre de formation. On l'a vu l'année dernière avec le mégaphone en train de chanter avec les supporters. Enfin, c'est un peu l'âme du Paris Saint-Germain, mais c'est pas possible quoi. On l'a vu techniquement, il était à la ramasse contre Marseille. Mais c'est juste que pourtant il a des occasions en ce moment de performer parce que Joao Neves est absent par exemple. Et le problème c'est qu'il n'utilise pas ces chances-là pour justement performer. Et voilà ce qui est de plus en plus inquiétant en fait pour lui. Ouais, je suis entièrement d'accord. Est-ce qu'il se repose pas aussi sur ses lauriers en se disant que de toute façon pendant quasiment un mois et demi quand Hakimi sera à la CAN il aura du temps de jeu. Honnêtement je pense pas que ce soit un joueur comme ça, mais j'ai l'impression que c'est surtout aussi un problème qu'on a sur tout le banc des remplaçants. C'est quand les joueurs ils rentrent. On va y venir justement, mais ouais, pour en finir avec Warren Zaïre-Emery, je suis assez d'accord et je me demande même
même, honnêtement, ce serait pas une bonne idée de le prêter et qu'en fait, il fasse ses gammes dans un club de milieu de tableau de Ligue 1 et qu'il puisse jouer, en fait, qu'il puisse un peu se développer. Parce que là, j'ai l'impression que quand il rentre sur le terrain, peut-être qu'il a trop de pression aussi. Hein. C'est peut-être aussi ce truc-là de se dire il faut que je performe, j'ai 19 ans, il faut que je me montre, il faut que je retrouve mon niveau et qu'il n'y arrive pas. Ouais, il a perdu son insouciance, on dirait que c'est ça. C'est ça. Et du coup, ton top, Bruce ? Honnêtement, j'irai comme avec mon acolyte Johan. Ouais. Donc, j'irai personnellement avec Vitinha aussi. Okay. Parce qu'il amène beaucoup de ballons, honnêtement. Et il y en a un aussi, Achraf Hakimi, qui s'est énormément battu, malgré tout. Malgré le score 1-0 et tout, il a continué à aller vers l'avant et tout. Et pour moi, c'est lui, quoi. Moi, j'aurais mis mon top, j'aurais mis Kvara. J'ai adoré le match de Kvara. J'adore l'énergie qu'il donne, comme il se bagarre comme un mort de faim. J'aurais aimé qu'il mette un petit point à Balerdi parce qu'il y a eu de la provocation pendant tout le match. D'ailleurs, lui, j'espère qu'au match retour, les Parisiens vont avoir faim et qu'ils vont leur montrer parce que j'ai vraiment le comportement des Marseillais. Après, c'est un classique, c'est normal. Hein, c'est fait pour ça, mais vraiment, Kvara, j'ai aimé. Il a pris des initiatives. Il était un peu tout seul. J'ai trouvé aussi. Il était trop seul. Ouais, vraiment, il était esselé quoi. À chaque fois qu'il essayait de faire quelque chose, on a vraiment senti qu'il y avait un manque de communication entre les joueurs. Autre chose, pour en terminer sur ce compartiment du match, on a vu par moments Nuno Mendes qui jouait dans l'axe. Il s'est passé vraiment des choses assez étranges pendant ce match. Kvara, il a pris beaucoup de fautes aussi sur lui. Là. Ouais. Donc, que ce soit le côté gauche ou que ce soit le côté droit, il en a pris beaucoup de fautes et on l'a vu par moments exaspéré de prendre des coups et de prendre des fautes. À chaque 2 minutes, donc voilà, certes c'est un classique, mais après réagir comme ça à chaque fois, c'est quand même. Ouais. Après, on se rappelle de Mota quand il était dans notre sens, quand ça tournait dans notre sens, on se plaignait pas non plus. Hein. C'est ça, hein, c'est un classique. Moi j'aime ce genre d'ambiance. Hein, je te dis la vérité, voilà. Ouais, moi aussi. Puis pour revenir sur ce que tu disais sur Nuno Mendes, je pense que les joueurs étaient un peu perdus sur le terrain. Il y avait un vrai manque d'automatisme. Alors ils essayaient de compenser les uns les autres, mais il s'est retrouvé dans des positions parfois où il pouvait pas mettre en valeur vraiment ses qualités. Donc on a perdu un peu pied à cause de ça. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment dommage. Mais du coup, est-ce que vous pensez que c'est juste un accident ou est-ce que c'est des performances qui sont amenées à se répéter au cours de la saison? Parce que là, on tourne juste avant Auxerre. La composition d'équipe est encore une fois assez novatrice. Pour cause du nombre d'absents pour ce match. Est-ce que vous pensez que avec ce problème d'infirmerie, c'est le genre de prestation qui est amené à se répéter? Mais moi, je pense que c'est pas un match, une défaite qui nous fait tirer la sonnette d'alarme. Ouais. Bon, on voit qu'on a encore perdu Marquinhos récemment, donc là, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Fabian aussi qui a une alerte. Il y a des joueurs qui vont revenir, etc. Donc ça va pouvoir compenser, mais c'est là où on voit un peu le manque de profondeur de l'effectif. Donc je pense pas que c'est des choses qui vont être amenées à être répétées, même si là, on va enchaîner Auxerre. Bon, comme tu as dit, la composition, elle a pas mal tourné, mais c'est peut-être pas plus mal. Au moins, ça va permettre de faire concentrer tous les joueurs, se sentir vraiment intéressés. Puis on va enchaîner avec Auxerre, après Auxerre avec le Barça. Donc peut-être c'est pas plus mal. On a enchaîné tellement de matchs ces derniers temps que de faire reposer quelques cadres avant Auxerre, c'est pas plus mal pour qu'ils soient quand même frais avant le Barça. Ouais. C'est juste que moi, j'ai pas l'impression que ça soit réellement des performances qui vont se répéter durant cette saison. Donc moi, je suis pas vraiment inquiet pour ça. Et faut savoir une chose, c'est que les blessés, au fur et à mesure, on va les récupérer. Donc, c'est pas des 8 ou 9 mois d'absence comme certains joueurs, par exemple, qui viennent de se blesser ou quoi. Mais non, justement. Désiré Doué, normalement, possible présence pendant quelques minutes contre le Barça. Et honnêtement, Dembélé, normalement, il va être rétabli pour à peu près le 15-17 octobre. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec toi, ils vont revenir, mais le problème, c'est qu'on a vu qu'il y avait, on en a parlé au dernier épisode, le problème de préparation. On ne sait pas s'ils ne sont pas amenés à se blesser à plusieurs reprises pendant la saison. Ça va peut-être être je touche du bois, mais
mais des petites blessures de 1 mois à chaque fois, 3-4 fois dans la saison, et en fait après ton joueur il est cramé en fait, tu vois. Donc, Ouais, clairement. Mais aussi autre point sur lequel je voulais revenir, on peut pas se cacher derrière le fait qu'on ait des blessés, le fait que le match il a été reporté le lendemain. Ah non, bien sûr, les discours de certains, honnêtement, ils m'ont sorti par les yeux. Ah, je suis d'accord. De voir les gens, oh mais on avait des blessés, non. Quand tu vois le 11 qu'on allume, c'est clairement compétitif pour lutter contre. J'ai aussi entendu, oui, on avait la tête ailleurs au Ballon d'Or. Non, mais attendez les mecs, on joue l'OM, au Vélodrome. Enfin, je veux dire, à un moment. Moi, c'est un match que je coche dès que je vois le début du calendrier. Bien sûr, moi c'est le match le plus important. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est le match le plus important de la saison en Ligue 1, tu vois, et même l'un des plus importants de la saison tout court. Enfin, je veux dire, il y a un moment, si t'arrives pas à te motiver au Vélodrome, que t'as la tête au Ballon d'Or, mais mec, enfin, va à la cérémonie et reviens plus quoi. Exact. Ça sert à rien. Quand tu vois la mentalité qu'avaient les Marseillais en se disant nous on veut le gagner, mais je comprends pas pourquoi nous c'est pas pareil. Nous, enfin moi dans ma mentalité Marseille, je veux toutes les années les écraser. Moi aussi je voulais bien sûr, je suis d'accord avec toi. À chaque fois. Donc ça j'ai vraiment pas aimé là. C'était vraiment je voulais mettre un point là-dessus. Ouais, je suis d'accord. C'est pas un discours à avoir. Ouais, non, c'est un discours de perdant en tout cas pour moi. Clairement, voilà. Ouais, je suis d'accord. Et du coup en fait, un autre point pour terminer avec ce PSG Marseille, on avait parlé des limites en fait de cet effectif au dernier épisode, et moi je vous avais dit que je pensais qu'il nous manquait 1 ou 2 joueurs dans cet effectif, qu'on avait eu un mercato assez léger. Vous me disiez que de votre côté vous pensiez que c'était suffisant. On commence à parler, j'ai entendu parler effectivement du fait qu'ils vont peut-être recruter au mercato hivernal. Qu'est-ce que vous en pensez vous du coup, parce que là on voit que en fait finalement les blessés continuent, ça continue de s'allonger. Enfin, il y a là Fabien Ruiz, il y a une alerte, Marquinhos sera pas là, enfin ça continue quoi. Mais moi, je trouve honnêtement que ce serait totalement normal de recruter un petit peu finalement durant le mercato hivernal. Honnêtement, tant que ça stabilise un petit peu l'effectif et que au final, tu n'as pas besoin de tout chambouler. Honnêtement, je suis d'accord. C'est juste que je suis désolé pour ça, mais qu'on me sorte pas des choses de on a besoin de tel joueur ou on a besoin de tel joueur. Je veux dire, oui, on doit recruter sur un poste ou quoi, mais quand je vois par exemple des personnes me dire qu'il nous faut absolument un gars comme Akliouche ou quoi, et que par exemple on a bien vu le match en Ligue des Champions que la semaine dernière de la part de Monaco, qui perd aujourd'hui aussi. Excusez-moi, mais quand on voit un jeune joueur comme ça, peut-être dans 2 ou 3 ans, mais actuellement, je vois pas pourquoi il viendrait. Moi, tu vois, par contre, vraiment, je suis pas du tout. Je reprends sur Bruce. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense qu'Akliouche, justement, il est dans le logiciel Luis Enrique. Il a 23 ans. C'est un joueur français. On met l'accent sur les joueurs français. C'est un joueur qui a du ballon techniquement. Je pense qu'il fitterait vraiment dans le collectif. Et je pense qu'en plus, on a eu des recrues qui ont été faites parce que c'était un peu sur le moment, et puis après le joueur tu veux t'en débarrasser. Akliouche, c'est un joueur, si tu arrives à le choper au mercato hivernal, tu peux vraiment pour les prochaines années, tu peux le rentrer dans le collectif sans problème quoi. Le problème avec ça, c'est que quand tu prends des jeunes joueurs comme ça, ils veulent automatiquement avoir du temps de jeu dès le début. Et le problème, c'est que en attaque, t'as Dembélé, t'as Barcola. Mais tu peux faire jouer au milieu, Akliouche. Tu peux faire jouer au milieu. T'as Barcola. Ouais. T'as Doué, t'as Kvaratskhelia, t'as Ramos, t'as Lee Kang-in. Tu sais pas ce qui peut se passer. Mais là, le problème, c'est que au milieu, comme tu dis au milieu, t'as Fabian, t'as Vitinha, t'as Joao Neves. Donc là, le problème, c'est que le trio présentement, est indéboulonnable. On le sait très bien. Donc, ça va encore faire la même chose. On va dire qu'il aura pas le temps de jeu qu'il a à Monaco présentement, parce qu'il est titulaire à Monaco. Mais il ne sera pas titulaire à Paris. Donc je suis désolé, mais... Donc pour toi, tu vois par exemple un joueur comme Désiré Doué, quand il arrive au Paris Saint-Germain, il veut tout le temps jouer quoi. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi je suis de l'avis d'Eddy. Honnêtement, tu parles d'Akliouche. Déjà aujourd'hui, il n'était même pas titulaire parce qu'il est blessé. Donc là, tu mets en exergue une défaite alors qu'il n'était pas sur le terrain. Moi je pense que c'est un joueur qui est très pertinent. Il peut jouer à plusieurs postes. C'est un jeune, il va comprendre qu'il a besoin d'être entouré des meilleurs, puis de jouer. On a fait 50 et quelques matchs la saison passée. Il a du temps de jeu. Bien sûr. Regarde, Doué, il a commencé sa saison. Il jouait pratiquement pas. Il commençait. Il faisait des fins de match. Il faisait des bouts de match seulement. Puis il a commencé à monter.
je souhaite qu'à Cléouche ce soit la même chose. Non, et puis, enfin, tu vois, pour revenir justement au fait que ce soit une recrue intelligente, tu sais, Lee Kang-hee, il n'est pas amené à rester 10 ans au Paris Saint-Germain. Ramos, c'est pareil, ça va bouger, hein. Il va y avoir du changement, quoi. Donc je pense que c'est un joueur vraiment, je te redonne la parole, mais qui peut vraiment fitter, quoi. Je reviens. Puis je pense que c'est bon aussi de mettre de la concurrence, des jeunes qui vont Absolument. avoir faim. On a bâti un effectif jeune et dynamique, donc plus on va mettre des jeunes joueurs, des Français en plus, c'est encore mieux pour le projet. Ils vont bien s'insérer. Moi, je pense que c'est bénéfique pour le PSG. On voit que Luis Enrique est vraiment arrêté sur des profils. Il va aller recruter les personnes qu'il veut. Ça parle d'un ailier, puis un milieu et un défenseur. Je pense qu'on en a besoin. À mon avis, c'est vraiment nécessaire. Là, oui, lors du dernier podcast, on disait qu'on n'était pas trop sûr. Je pense que Luis Enrique, il était prêt à sacrifier le début de la saison, donc la première partie de saison, en se disant, bon, on va avoir quand même la phase de Ligue des Champions qui va être importante. En Ligue 1, normalement, avec l'effectif qu'on a, ça devait être largement suffisant. On est largement dans le coup, puis il est possible qu'on soit... On va voir. Attends, je voyais au cerf, là. Touche du bois. Mais selon moi, quand les matchs vont compter, si on est capable d'aller faire des bons coups, comme on a fait l'année dernière avec Vara, c'est ça que Luis Enrique puis Campos sont sûrement en tête. Donc c'est pas plus mal. C'est ce que j'attends, en tout cas, qu'on soit vraiment actif. On a été vraiment peu actif l'été dernier. J'avais l'impression qu'on allait faire quand même des belles choses, mais bon, si on est capable d'être vraiment très, très à l'affût d'un bon plan. Ouais, ce serait top. Moi, j'avais l'impression, tu vois, par exemple, que le mercato. Après, on va passer à autre chose parce que c'est vrai qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Mais j'avais l'impression qu'ils avaient fait un mercato l'été dernier un peu comme celui de Liverpool, c'est-à-dire que celui de l'année dernière, en fait, c'est-à-dire que assez tranquille sur le marché des transferts. On fait une saison, on voit ce que ça donne, et puis après, on fait des retouches. On a de l'argent et puis là, on fait des vraies retouches, quoi. J'avais l'impression que c'était un peu ça, c'est le sentiment que j'avais pour le mercato. Tout à fait, mais honnêtement, il y a un joueur qui me vient en tête justement et que je le vois jouer, qui est complètement libéré avec son club, c'est Julián Alvarez. Julián Alvarez, pour moi, c'est Lucho Enrique. Ouais, bien sûr. Mais on le voulait, mais il a choisi Atlético. Bon, et pourtant, même avec un club qui est à la Diego Simeone, qui est plutôt défensif. C'est un sacré joueur. Ça joue au ballon. Bien sûr. Et encore, il met des doublés, il met des triplés. Il met des coups francs. Ouais. C'est un joueur que j'aurais clairement aimé avoir. Mais tu sais, je me suis fait cette réflexion, après on passe au Ballon d'Or, mais je me suis fait cette réflexion et je m'étais dit, tu vois, parce que j'ai revu en fait des images de lui et je m'étais dit, en fait, s'il était venu à Paris, ça aurait été génial, mais en fait, s'il était venu à Paris, on n'aurait pas eu Ousmane en faux neuf, il n'aurait pas été Ballon d'Or, on n'aurait pas eu toute cette histoire d'amour qui s'est créée. Donc finalement, en fait, le destin a fait que ça s'est très bien passé et tant mieux pour nous. Donc maintenant, on va parler du Ballon d'Or 2025. Et Ousmane Ballon d'Or, hein. Donc c'est beau. C'est très très beau, enfin sacré, tellement content de le voir, hein. C'est tellement un bon gars et puis il mérite tellement dans l'abnégation, etc. Donc c'était une cérémonie qui était clairement rouge et bleu. Meilleur entraîneur Luis Enrique, meilleur club le PSG, meilleur gardien Donnarumma, même si il a signé à City. Donc sur le podium il y avait deux Parisiens. Donc Vitinha et Ousmane Dembélé et puis le deuxième c'était Lamine Yamal. Qu'est-ce que vous avez pensé vous de cette cérémonie? Honnêtement, je vais y aller. Honnêtement, j'ai bien aimé la cérémonie. Comme on dit, Ousmane Ballon d'Or. Ousmane qui termine loin devant Lamine Yamal. Vitinha 3e. Nuno Mendes dans le top 10. Et Donnarumma 9e. Honnêtement, il y a certaines surprises pour moi personnellement. Pour moi aussi. Hein. Comme un Cole Palmer qui est 8e alors qu'il est absent 3 mois. Mo Salah qui est 4e. Devant Rafinha alors que devant Hakimi. Surtout devant Hakimi, oui, mais personnellement Hakimi et Rafinha c'est devant Mohamed Salah. Absolument, c'est ça. Donc personnellement, en fait, oui, ça me choque quand même pour Hakimi, mais ça me choque d'autant plus pour Rafinha aussi, parce que personnellement, en étant objectif, Rafinha mérite une meilleure position que Lamine Yamal quand même. Ouais, moi aussi, je pense la même chose. Mais pour Hakimi, le problème, c'est qu'il joue à un poste qu'on valorise très peu dans le foot. C'est ça qui est dommage. Il a des stats, il a été décisif dans quel joueur. Énormément de matchs, surtout en phase finale de Ligue des Champions. Là. Quart de finale, demi-finale, finale, il marque. Le mec, Donc, c'est sûr, on aurait aimé le voir plus haut.
mais je pense que le fait qu'il soit latéral droit, ça valorise pas vraiment. On a toujours du mal à se projeter dans des personnes qui sont ballon d'or. Puis c'est dommage, Non, mais en tout cas, Ousmane, c'est mérité. Son replacement en tant que numéro en faux neuf, là, ça lui a vraiment fait du bien. On voit qu'il est vraiment très, très concentré dans aller chercher ses objectifs maintenant. Puis j'avais entendu une stat aussi que même la moitié de ses buts qu'il avait marqués au Barça étaient des buts où il était dans l'axe, pas vraiment des ballons qui remontaient depuis son côté droit. Donc, écoute, je pense que Lucho avait la vision. Ouais, je suis d'accord. Justement, pour en revenir, c'est bien que tu parles de ça, parce que pour en revenir aux défenseurs qui sont moins valorisés, si je me rappelle bien, le dernier ballon d'or défenseur est Fabio Cannavaro. Absolument. Donc, ça remonte. Et ensuite, on a eu la dynastie dont on se rappelle très bien, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, le fameux combat. Avec quelques vols par-ci par-là. Et voilà, mais après, comme on dit, c'est la fameuse dynastie. Après, il y a Ousmane. Et voilà, c'est très rare, en fait. C'est de plus en plus rare dans les années 2000, mais en fait, c'est de plus en plus, de moins en moins rare maintenant que Messi et Cristiano sont dans le top de 5 ou 10 parce qu'ils ne sont plus dans le top, en fait. Et voilà, c'est tout. Et du coup, où est-ce que tu veux en venir? Ouais, je comprends. Non, c'est juste que maintenant, ça laisse la place aux autres. Ah ouais, ok, ça, bien sûr. Il disait qu'on valorisait moins les autres joueurs, mais ok, je comprenais pas où tu voulais aller, mais oui, ok. Mais pour en revenir justement à Ous, moi je voudrais simplement dire que je suis vraiment content que ce soit lui, non pas parce que c'est, aussi parce que c'est un joueur du Paris Saint-Germain, mais c'est vraiment une preuve que les vrais joueurs de football, ceux qui aiment le foot, qui se sacrifient pour une équipe et qui pensent pas que aux stats, parce que moi j'en ai ma claque de ces gens qui me parlent que de statistiques tout le temps. Encore ces gens-là peuvent encore briller et être célébrés. Je veux dire, j'ai encore vu une interview de lui. Je pense que ça devait être en mars de l'année dernière, où il dit j'en ai rien à foutre du Ballon d'Or. Enfin, moi, je m'en tape complètement. Le Ballon d'Or, ça arrive, tant mieux. Mais pour moi, c'est le collectif. Et ça fait du bien de voir un joueur comme ça. Je veux dire, on a eu un attaquant qui est parti au Real Madrid, qui pensait qu'à sa tête pendant toutes ces années, etc. Et finalement, c'est un joueur collectif, parce que c'est un sport collectif, le football. Et c'est un joueur collectif qui est sacré Ballon d'Or. Et je trouve que ça fait du bien pour l'image du football. Ouais, mais je pense que ça reflète quand même la nouvelle mentalité du PSG de mettre le projet sur les joueurs, le collectif, plutôt que de dire on est le 1er juillet, cette année on vise la Ligue des Champions. C'est parti cette vision-là, donc je pense qu'aujourd'hui vraiment le centre du projet c'est les joueurs, le collectif, puis c'est l'a mené tout en haut. J'aurais bien aimé qu'on ait un trio 100% parisien, mais ah là là, ça aurait été beau, mais c'est déjà extraordinaire. Hein. Je veux dire, bien sûr, c'est déjà extraordinaire. Je sais même pas si on a déjà vu ça dans l'histoire du Ballon d'Or, autant de joueurs dans le top 10. Je suis pas sûr. Hein. Faudrait vérifier, mais je suis pas certain. Est-ce que vas-y, je t'écoute. Justement, je voulais juste apporter une stat par rapport à ce que tu viens de dire. C'est la première fois depuis 2014 qu'il y a 5 joueurs d'une même équipe dans le top 10 du Ballon d'Or. Okay. Et en 2014, la dernière fois, c'était le Bayern Munich avec 5 joueurs dans le top 10. Okay. Donc ça remonte quand même à 11 ans. Ouais, c'est ça date. Vous pensez que son nouveau statut là, de Ballon d'Or, après on va parler de la façon dont on va voir Ousmane Dembélé, parce qu'on sait très bien qu'après on a une autre vision du joueur, même à l'international, sur le joueur une fois qu'il est sacré, mais est-ce que vous pensez que ça peut rabattre les cartes aussi en équipe de France, son nouveau statut ? Je pense pas, comme on l'avait dit déjà la dernière fois, Didier Deschamps a un plan en tête. Ouais. Mais si ça peut apporter à l'équipe de France une 3e étoile, de le remettre dans l'axe, ça peut être pas plus mal. Ouais. Mais à voir. Je pense qu'il est trop arrêté sur ses choix pour que, je suis d'accord. que ça lui fasse changer. Après, avec l'éclosion d'Olysée, Mbappé sur son côté gauche, et le fait de ne pas avoir vraiment un numéro 9 peut-être qui ce serait pas mal, énormément. En vrai, ce serait pas mal du tout. Hein. Puis je pense que le fait aussi que le PSG a beaucoup de joueurs français, ça peut tirer l'équipe de France vers le haut. Donc j'attends de voir. Ouais, je suis d'accord. Avec Lucas Chevalier qui va prendre la place de Mike Maignan. Je croise les doigts. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, Bruce ? Personnellement, je suis d'avis la même chose que mon collègue Yo. Honnêtement, ça peut donner de très belles choses quand même, que ce soit en équipe de France ou que ce soit au Paris Saint-Germain.
Et Ousmane montre qu'il est pleinement concentré par le projet parisien et par l'équipe de France. Mais justement, vous savez, comme je vous ai dit, en fait, après on a une autre perspective sur le joueur une fois qu'il est sacré Ballon d'Or. On a vu aussi plusieurs joueurs s'éteindre après avoir reçu cette récompense. Est-ce que vous pensez-vous qu'il a les épaules pour continuer, le mental pour continuer à ce niveau-là? Moi, honnêtement, je pense qu'il a pleinement la possibilité d'assumer son rôle de Ballon d'Or. Et à mon avis, c'est ce qu'il va faire. C'est pas un gars, comme on dit, qui pète plus haut que son cul, malheureusement. À part si Didier Deschamps le fait jouer quand il est blessé, mais après, c'est une petite crotte de nez, ça fait plaisir. Mais après, je veux dire, comme j'ai dit la dernière fois, Ousmane, c'est un gars qui s'est pris en main depuis plusieurs années maintenant. Il est marié et tout. Je pense que ça a pas mal changé sa vie. Et non, je pense que personnellement, il va l'assumer pleinement, son nouveau statut de Ballon d'Or. Et comme on dit, c'est le Ballon d'Or du peuple. Donc pour moi, il va l'assumer totalement. Et puis même, son discours, j'ai adoré son discours, c'était grave émouvant. On a senti que ça venait vraiment du cœur, c'était pas quelque chose de lisse. Et c'est ce que j'aime, moi, en tout cas, chez ce joueur. Et même je pense que ce Ballon d'Or, il a aussi un impact pour l'image du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que là, on a un joueur français qui vient de la région parisienne. Et qui est vraiment, il est marqué par le Paris Saint-Germain. Et moi, j'étais quand même assez jaloux à chaque fois de voir des joueurs sacrés auparavant qui étaient marqués par leur club. On a eu Messi. Bon, Messi, il l'a eu grâce à la Coupe du Monde, mais c'est clairement pas un joueur, qui était marqué par le Paris Saint-Germain. Et je trouve que ça fait du bien aussi pour l'image du club d'avoir un joueur sacré qui représente vraiment le PSG. Honnêtement, vu l'année qu'on a fait, moi je pense que c'était vraiment mérité. Puis c'est clair. Le club a changé de dimension, on rayonne vraiment de partout. Ça apporte vraiment quelque chose, une petite coche de plus, comme on dit ici. Donc moi je pense que avec tout ce qu'il a gagné cette année, il va partir sur des encore meilleures bases. L'année dernière, honnêtement, il avait quand même pas mal de ratés. Je pense que cette année, il peut quand même améliorer un petit peu sa finition, peut être encore plus pertinent en faux neuf. J'ai hâte de voir ça quand il va revenir de blessure. Faut pas le jeter trop vite. En pâture. Ouais, c'est ça. Il faut lui laisser le temps de revenir gentiment. Ouais. On a des joueurs qui vont réussir à assumer leur rôle, je pense, en attendant qu'ils reviennent. Puis... C'est juste en fait pour finir sur ce sujet. Concernant le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé, tu disais que c'était mérité totalement. J'ai d'ailleurs une stat que j'ai vue ce matin concernant ça. Il est tellement mérité en fait ce Ballon d'Or. Si vous voulez, j'ai les stats moi devant moi. Donc il est élu à plus de 20% des voix. Yamal est deuxième avec 15,80 et troisième c'est Vitinha. 1380 voix pour Dembélé et 1059 pour Yamal, donc c'est une victoire écrasante de Dembélé. Il a écrasé. C'est logique, en fait, vu les stats, je suis d'accord. C'est juste en fait qu'il a reçu des votes de tous les journalistes. Ouais. Tous les journalistes ont au moins voté une fois minimum pour Dembélé. Ouais. J'ai vu la stat ce matin, tous les journalistes, tous. Il a reçu des votes de tout le monde. Ouais. Mais même, c'est totalement mérité, comme disait Yohan. Et on voit la suprématie que Dembélé en fait a pris cette année. Ouais. Et ça peut être juste tout simplement magnifique pour le futur en fait. Et il a dit c'est pas juste cette année. Il l'a dit dans son discours et il l'a dit après en. Ouais, il a la dalle. Hein. Ouais, mais ça se voit. Ouais, c'est ça. Et puis même, je pense que même au sein du club, tu vois, dans sa position dans le groupe, avec les jeunes, on voit qu'il parle pas mal. C'est pas quelqu'un qui frime. Il a la tête sur les épaules. Enfin, moi, j'adore. Et pour en terminer avec le Ballon d'Or, pour avoir un spectre un peu plus large, je me faisais la réflexion cette semaine. On disait que tout le monde pense que Lamine Yamal, c'est l'élu, un peu, c'est un espèce de nouveau Lionel Messi. On le voit à 17 ans ce qu'il arrive à faire. Mais en fait, si on regarde bien le football européen, il y a quand même pas mal de joueurs qui arrivent. Et moi, je suis pas certain qu'il y ait une décennie Lamine Yamal Ballon d'Or. Hein. Ça sera peut-être en concurrence avec Mbappé, on verra. Mais peut-être Désiré Doué. Hein. Ouais, j'espère. En tout cas, si on peut avoir un deuxième joueur parisien qui le prend, ça serait vraiment beau. Ouais. Mais il y en a qui partent sur des stats vraiment hallucinantes déjà dès le début de saison, avec une Coupe du Monde qui arrive. Je pense qu'il y a des mecs qui vont vouloir se montrer puis qui ont vraiment faim. Cette année, oui, Yamal, pour certains, pour les journalistes espagnols, il devait l'avoir honnêtement. Ouais. Mais quand on voit les stats de Rafinha, de Dembélé, même de Salah, on disait que 4ème c'était peut-être un peu haut, mais quand on voit ces stats en ils sont dans le dur, hein. Ils ont perdu là encore Liverpool. Oui, c'est ça, mais
Peut-être que maintenant, avec tout le recrutement qu'ils ont fait, il va perdre un peu de valeur, mais il y a vraiment un vivier de joueurs en Europe qui est vraiment hallucinant. C'est ça, il y a une nouvelle génération qui arrive. Et quand je disais Désiré Doué, évidemment, je parlais pas pour cette saison, je parlais plus pour les années à venir, quoi. J'ai l'impression, juste pour terminer sur ça, j'ai l'impression qu'Yamal, c'est plutôt dans la tête que ça se passe. Parce que oui, il a le football, mais j'ai l'impression que c'est plutôt dans la tête. Il a 17 ans et tout. On sait ce que ça a montré avec Mbappé tout jeune. Mais c'était voilà, Boris Becker qui en parlait là. J'ai vu une interview de lui qui était un jeune tennisman qui avait remporté un grand chelem à seulement 17 ans et qui disait qu'en fait c'est extrêmement difficile d'atteindre ce niveau de célébrité et de notoriété aussi jeune et qu'en fait il faut vraiment être bien entouré, ça on le sait, mais encore plus avec Yamal. Je veux dire, on le voit sur des yachts avec des mannequins, il a 17 ans. Avec Neymar. Ouais. Avec Neymar, ouais, voilà. On sait qui est Neymar, quoi. Donc on verra, mais en tout cas c'est une lutte qui s'annonce assez intéressante pour les prochaines années. Et on parle de Yamal, donc on va parler du match contre le FC Barcelone qui aura lieu mercredi à Barcelone. Alors effectivement là on continue sur les problèmes d'infirmerie, mais ce qui est cool c'est que le FC Barcelone a également beaucoup de blessés. Donc Yamal devrait refaire son entrée dans le groupe ce week-end dimanche, je crois qu'il joue dimanche contre la Real Sociedad, c'est ça, et donc il devrait revenir. Malheureusement, je pense pas qu'il sera titulaire contre Paris, à moins qu'il soit vraiment en pleine forme, mais ça m'étonnerait. Ensuite, c'est pas plus mal peut-être. Hein. Ah oui, ça c'est certain. Moi, je veux pas qu'il joue de toute façon. Ensuite, on a Gavi, malheureusement, qui a une blessure de plusieurs mois, qui doit se faire opérer ou qui s'est déjà fait opérer. Il y a Fermin, Baldé, Rafinha, Joan Garcia du côté du FC Barcelone, et à Paris, donc on aura Joao Neves, Marquinhos, Dembélé. Peut-être que Doué sera de nouveau dans le groupe. On va voir aussi pour Fabien Ruiz qui a eu une alerte, mais ça fait quand même. On voit que les deux équipes sont pas mal touchées par les blessures. Ouais, on dirait un peu un match des éclopés là, malheureusement, mais non. Au début, j'avais un peu peur de prendre le FC Barcelone en début de saison parce que je me suis dit bon, avec tous les blessés qu'on a, puis la saison à rallonge qu'on a fait, ça va être vraiment compliqué de lutter avec nos armes. Je vois que ça a rebattu un peu les cartes de leur côté aussi, quelques absents. Donc c'est pas plus mal de les jouer maintenant. Ils sont pas encore dans leur nouveau Camp Nou, donc c'est ça. C'est peut-être le moment. Au début, je pensais que ça allait être vraiment compliqué d'aller prendre des points là-bas, mais aujourd'hui, je me dis... Alors peut-être, donc j'attends de voir franchement. Mais c'est exactement pareil, j'étais dégoûté quand j'ai commencé à voir l'ensemble des blessés du côté parisien. Je me suis dit on va se manger une rouste, et puis ils vont parler, ils aiment trop ça les Barcelonais, il y a une grosse concurrence avec le Paris Saint-Germain, et puis bon pour eux c'est normal, c'est la bataille, mais même s'ils nous avaient battus avec l'équipe 1 de leur côté et que nous on avait l'équipe B, on en a entendu parler pendant 1000 ans. Bon là ça me rassure, ils ont quand même aussi pas mal de blessés de leur côté, donc on verra la qualité du match. Moi je pense que ça va être un gros match quand même. Ouais, ils marchent bien depuis le début de la saison, ils sont quasiment à 2 buts par match, voire plus, parce que ils ont 6 victoires sur 7 matchs avec un match nul. Ils rejouent dimanche. La chose qui peut être pas mal pour nous, c'est que ils ont joué jeudi, ils rejouent demain, dimanche, puis on les joue mercredi. Donc ça va leur faire quand même pas mal de matchs avec des absents. À voir comment ils arrivent à faire tourner l'effectif, parce qu'on sait que eux en championnat ils peuvent un peu moins faire tourner que nous. Donc j'attends de voir si mercredi leur effectif est un peu plus complet, ou alors un peu d'absents supplémentaires. Là, ça serait peut-être bénéfique pour nous. Ouais, je suis d'accord. T'en penses quoi, toi, Bruce, de ce match ? C'est surtout que leur gardien numéro 1 sera absent, Juan Garcia. Et pour moi, il va falloir quand même faire attention à certains joueurs, comme par exemple Lewandowski, Rashford, qui a marqué un super but. Qui revient bien. Revient bien. Justement, je suis pas mal étonné de ça. Après, ça reste un joueur qui était à Manchester United, puis on pense maintenant qu'il faut partir de Manchester United pour devenir bon, en fait. Mais c'est un joueur qui a jamais été régulier sur plusieurs saisons. Il a jamais eu de grande régularité. Donc on va voir au cours de la saison. Hein. Mais il aime bien Paris, Rashford. C'est lui qui fait la passe décisive contre Aston Villa. Ouais. Il marque au parc. Le pénalty, je pense, c'est lui qui le tire. C'est ça. 2019. Donc il faudra bien le surveiller, lui. Mais non, effectivement, j'ai hâte de voir quelle défense il va mettre. S'il va mettre Zabarni, Pacho. Mais à voir. Je vois pas pourquoi il ferait autre chose, parce qu'avec Marquinhos d'absent. Non, mais peut-être que Bruce voudrait mettre son protégé Beraldo, non ? Non, mais
après, il est titulaire aujourd'hui, donc on va voir en fait ce que ça va donner. Ah ouais, ça va être bien. J'ai hâte de voir le match. On va voir ce que ça va donner en fait, mais non, justement, j'ai hâte de voir la compo qu'il va mettre. Mais je pense honnêtement que Fabian, c'est par précaution réellement là. Ouais. Petite alerte, mais on l'a vu dans les vidéos justement de l'entraînement du jour hier, que ça n'avait pas l'air si sérieux et que c'était vraiment par précaution. Parce que oui, comme tu as dit tout à l'heure, ils ont joué beaucoup de matchs la saison dernière. Mais justement, encore là, il va y avoir des joueurs comme Gvara qui sont capables de jouer de grosses minutes, comme on dit. Et pour moi, si Ramos est titulaire, il va falloir quand même faire attention. Parce que Ramos, même si on le voit titulaire et tout, le sujet va encore et encore revenir. Ramos, super sub ou titulaire, mais le problème c'est que si tu ne le mets pas, tu places qui maintenant? La question justement, c'est la question que j'allais vous poser. Moi, je vais vous donner en fait globalement les 3 de devant que je mettrais. Moi, je mettrais Gvara à gauche, Mayolou en faux neuf et à droite Barcola. C'est pour moi, c'est ce qu'il y a de plus sûr contre une équipe du FC Barcelone qui défend pas hyper bien non plus. Tu mets une flèche à droite. Moi, je pense que Barcola, il a déjà joué à droite. Ça peut fonctionner. Gvara à gauche et Mayolou, on a vu qu'en faux neuf, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais je préfère vraiment Mayolou à Ramos en ce moment, quoi. C'est peut-être plus compatible avec ce qu'on a l'habitude de voir. Donc oui, je partirais peut-être aussi là-dessus. Moi, ce que je me suis noté, c'est surtout de revoir un 4-3-3 basique comme on a l'habitude de voir. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est pas plus mal. On connaît un peu les Espagnols avec l'intensité qu'ils peuvent mettre, l'impact, puis l'influence sur l'arbitrage aussi. Donc Zabarni, ça va être son premier match titulaire de Ligue des Champions avec nous. Donc il faudra qu'il soit vraiment concentré. Chevalier, il va devoir relever la tête, puis j'espère qu'il va faire les mêmes matchs que la saison passée avec Lille. Il avait vraiment été très intéressant en Ligue des Champions, donc j'attends de voir ça. Ça va être un bon révélateur aussi de l'état physique et mental des joueurs. Et au milieu, vous mettrez. Enfin, moi, je mettrais en vrai. Je vais peut-être vous surprendre. Je pense que c'est même la première fois depuis qu'il est là que je dis qu'il faut le mettre titulaire. Non, peut-être pas la première fois, mais moi, je mettrais Kanguinli à côté des deux. En fait, justement, j'ai l'impression justement que l'attaque va réellement dépendre de ta compo du milieu de terrain. Parce que le truc, c'est que si Fabian est titulaire avec Vitinha, mais que João Neves, parce qu'on ne sait pas encore s'il va être dans le groupe. Non, moi je partais dans l'optique que Fabian et Vitinha étaient titulaires. Oui. Mais si tu as la possibilité d'avoir João Neves, malgré tout, tu l'as. Bah oui, non, mais évidemment, mais donc, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il n'est pas sûr d'être dans le groupe. Je veux dire, c'est très incertain, João Neves. Ça veut rien dire, parce que normalement, je pense qu'il est dans le groupe aujourd'hui. Ouais, mais s'il joue pas, tu vas pas le mettre titulaire dans un match contre Barcelone. Quelques minutes aujourd'hui. Bah, on va voir. On verra l'effectif, comment il va être aménagé là sur ce match-là. Mais moi, je suis de l'avis de Eddy. Si jamais Neves est pas titulaire ou ne peut pas jouer, Kanguinli, je pense que c'est la meilleure solution. Il a fait une bonne entrée contre Marseille. Il m'a surpris. Il fait tout le temps un peu la même chose, mais il avait la dalle. Techniquement, il est bon avec le ballon quand même. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et puis il vend des maillots, faut pas l'oublier aussi. Ouais, c'est ça. surtout sur des matchs contre le FC Barcelone, à mon avis, il y en a pas mal qui regardent. Mais je pense que c'est le plus compatible qu'on peut avoir par rapport à Warren. Je pense que Kanguinli apporterait plus d'impact, plus de dynamisme dans le milieu, sauf si Warren nous ressort une masterclass, mais les derniers matchs sont pas trop en sa faveur, malheureusement, comme on disait plus tôt. Donc Kanguinli. C'est ça. Est-ce que vous pensez que c'est le premier choc pour le Paris Saint-Germain cette saison? Est-ce que vous pensez qu'il y aura peut-être des enseignements à tirer en fait, où c'est vu qu'il y a beaucoup de blessés, est-ce que le match est biaisé? En fait, pour moi, je suis réellement 50-50 parce que des enseignements à tirer trop tôt dans une saison, parce qu'on est encore au mois de septembre, fin septembre, début octobre. Donc pour moi, c'est quand même trop tôt malgré tout. Sachant que l'an dernier, on a galéré pour gagner à contre Girone. On a perdu contre l'Atlético.
On a perdu contre Oui, Arsenal. bien sûr, Ouais. mais c'est notre saison. Donc, C'est notre pour moi, saison là. On n'est c'est notre saison, pas oui. dans le même contexte. Hein. C'est notre saison, oui, mais on n'a pas tout changé non plus de l'effectif. Donc l'effectif, malgré tout, est quand même. Non, mais Ouais, mais après, La- City, sans- ça a sans- totalement changé. Sans, donc. Oui. parler de tout changer dans l'effectif, je veux dire, en fait, est-ce que, dans le sens où est-ce qu'il y aura des enseignements à tirer de Pour ce moi, match-là 50-50. Moi, je Ouais. pense pas que ce soit le match de Personnellement, la 50. vérité. Non, On est un Ok. peu trop dans le flou sur l'état physique et Ouais. mental des joueurs. On a fait une trop grosse saison l'année passée pour tirer des enseignements dessus. Ouais. Par contre, je pense que si Paris ressort avec un bon résultat, ça peut peut-être lancer la machine puis repartir comme l'année passée. Un état de transe un petit peu comme on l'a vécu. Donc je pense que là, on a eu quelques petites déconvenues, mais si on arrive à prendre de bons points là-bas, ça va être vraiment très pertinent sur le classement. Puis le fait d'avoir gagné contre un des chapeaux 1, ça va nous mettre vraiment dans de bonnes dispositions pour aller chercher, j'espère, un top 8 en Ligue des Champions pour pouvoir se qualifier directement, nous Ouais. éviter des matchs comme on disait la semaine passée. Ouais, c'est clair. Donc, faut pas qu'on soit dépassé, mais si on peut revenir avec un point, au moins un point, ça peut être vraiment intéressant. Ouais. En fait, surtout qu'il y a, comme disait Johan, il y a des matchs qui arrivent, il y a des grosses échéances qui arrivent malgré tout. Donc, tu as le Barça, dans le groupe de phase de Ligue, techniquement, tu as le Bayern. Donc, en fait, on a des matchs on a des grosses échéances qui vont arriver au fur et à mesure. Donc, si tu peux prendre voire prendre les 3 points là-bas. Moi, je pense qu'il faut y aller, Pourquoi pour pas. gagner. Hein. Moi, il faut y aller pour moi, gagner. Hein. Et je pense que c'est personnellement, faisable ouais. en plus. Hein. moi, Surtout avec personnellement, les absents. Ouais. Moi, personnellement, justement, je me lance un petit peu comme ça. Mais moi, je dis que ça va être une victoire serrée. Pour Ok. moi, je vois un 2-1. Tu vois un Pour 2-1. moi, je vois Ok. personnellement un 2-1. Ok. Mais Qu'on surtout fasse la différence. Moi, je veux juste qu'on fasse la différence et qu'on gagne là-bas. D'accord. Après, est-ce que ça va être avec la manière ou quoi? Je demande juste la victoire. Oui, bah les ça, 3 bien sûr, points. évidemment. Bien Je sûr, demande juste bien la sûr. victoire, les 3 Bien sûr, points, dans c'est ces tout. circonstances, évidemment. Et pas de blessés. Point final. Et pas de blessés. Surtout pas de blessés. Genre. on a 3 matchs, 2 matchs et demi. Il y a celui d'Auxerre qui est en cours là. Mais avant la trêve internationale, une énième. Je pense que si on peut engranger des victoires, ça nous mettrait vraiment dans un bon mood. Et on pourrait récupérer nos blessés aussi d'ici là, puis après repartir encore sur 2-3 matchs de Ligue des Champions et de championnat qui vont être intéressants, Bayer Leverkusen et Bayern Munich. Ouais, absolument. Donc si on peut commencer avec une bonne dynamique là, ça serait vraiment bien. Ouais, ce serait top. Mais d'ailleurs, pour revenir à la trêve internationale, de ce que j'avais cru comprendre, la saison prochaine, en fait, il y aura plus les trêves qu'il y a eu en octobre et celle qui vient de passer. Et en fait, il y aura une plus grosse trêve. Un peu plus tard dans la saison, et je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que le début de saison est super important pour une équipe. C'est là où tu commences à prendre tes marques et qu'en fait les automatismes se font. Et on a vu les blessures qu'il y a eu, pas que au Paris Saint-Germain à cause des trêves internationales. Donc je pense que c'est enfin une bonne. Mais nous, on n'a chose pas de nouveaux joueurs, à part Zabarni, Chevalier, puis Renato Marine. Mais c'est vrai que quand tu construis un effectif avec beaucoup de recrues, imaginons Liverpool, d'avoir des trêves internationales tous les mois, ça te coupe dans ta lancée, c'est vraiment compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ton petit prono. Moi, je vois Léo bien un 2-1 aussi comme Bruce. Ah ouais. Ouais. De base, je t'aurais dit un Tu vois un match partout, mais avec Ok. Rafinha qui est absent, je les vois un peu plus en difficulté. Il marque à chaque match, donc je nous vois prendre un but. Ok. Je les vois même mener, puis nous qui revenons vraiment dans le Un match. peu comme ce qui s'est passé. La saison il y a 2 ans là, Ah, c'était beau, avec le carton rouge. à Montrouic. Ouais. Mais si on est capable de ressortir avec la victoire, ça serait vraiment, vraiment très beau. Ok, donc tu vois un match serré. Ouais, un match serré aussi. Je pense qu'il mène jusqu'à la 50-60, puis après on arrive à faire la différence. Ok. Pourquoi pas avec Neves qui rentre en deuxième mi-temps, si jamais il peut revenir, ça serait vraiment bien. Ok. Puis Prono Barcola qui marque. Putain, ça serait Il est en bon. forme, le Ça serait petit. bien. Ça serait bien. Personnellement, comme j'ai dit tout à l'heure, Johan, je vois aussi le 2-1, mais par contre, je vois pas qu'il mène. On prend l'avantage, on mène 1-0, ils reviennent à 1-1 et on met le 2-1. Ok. Ouais, tous les scénarios, je prends de toute façon, tant qu'il y a Bah une oui, victoire. bien sûr, voilà. évidemment. Moi, je vois un match avec 2 buts d'écart. Je vois 2 équipes qui vont jouer. Je prends encore plus. Je sais pas qui. Ça peut se finir 3 ou 4-0, il n'y a pas de problème. Moi, je vois un match assez ouvert quand même. Je vois un match assez ouvert et j'espère qu'on gagnera là-bas.
Ça va dépendre en fait effectivement de la composition et de l'animation qui met en route. Si on retourne sur un 4-3-3 comme l'année dernière, je pense qu'on a nos chances. Si on repart à chaque fois sur ce nouveau format où en fait des fois Achraf Hakimi devient ailier, etc., je suis pas certain que ça fonctionne dans un match aussi important que celui du FC Barcelone, mais bon, je demande qu'à être... Je pense qu'il a juste composé avec les absents qu'il avait contre Marseille. Il s'est dit on va limiter un peu la casse, puis on va tenter ça. Après, ça reste quand même un mode de fonctionnement qu'on a l'habitude d'avoir, sauf que d'habitude, c'est plus Neves qui reste en retrait. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il va aligner un système classique dans lequel ils ont des automatismes. Si on est capable de les taper dans tous les stades de Barcelone, évidemment. Moi, je prends. Hein. Mais on veut leur tirer les cheveux, hein, ça c'est sûr. Hein. Après, ce que j'attends justement, c'est le duo Hakimi-Mendes, parce que c'était latéraux, mais en général, le jeu de Barcelone passe pas mal par les côtés. Donc, il va falloir aussi faire attention à ça. Donc, j'ai envie d'avoir Hakimi-Mendes en forme à 100%. Parce que avec un Lewandowski, quand ça centre et tout, Marcus Rashford, ça peut centrer. Donc, faire attention quand même. Je fais confiance à Luis Enrique pour ça. On l'a vu, il a l'habitude de les jouer. Puis il les connaît bien. Ouais, il les connaît par cœur. Mais c'est vrai que le Barça d'Hansi Flick, c'est quand même une très très belle équipe. Je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. C'était un plaisir en tout cas pour ce deuxième épisode du podcast. Merci les gars d'être venus, d'avoir participé à l'émission. Merci à Flo. Merci Flo. Hein. En régie. Libérez Flo. On va pouvoir aller voir le match là, c'est la 23e minute là déjà, on est un peu en retard. C'est ça, on est un peu en retard. Merci à vous aussi qui avez regardé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du PSG Club Montréal sur YouTube. N'hésitez pas également à liker et à commenter cette vidéo, parce qu'en fait, plus vous commentez, plus vous likez, plus nous, ça nous permet de vous donner des contenus de qualité. Je crois que tu avais un dernier mot, Bruce ? Oui, et surtout, n'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok et également Twitter. Ouais. Donc le hashtag @PSG Club Montréal. Et si vous voulez vous abonner, devenir un membre de l'association, le lien est en dessous de la vidéo. Moi j'ai juste un petit mot à dire là. On arrive en octobre. J'ai mes amis du CUP Solidarité, je pense à eux. Il va commencer à faire froid. Si jamais vous pouvez aller les aider, ils vont avoir besoin de main d'œuvre, puis des personnes qui sont dehors aussi. Donc si vous pouvez aller les rejoindre, n'hésitez pas. On n'a pas encore ça à Montréal. Peut-être qu'on va les solliciter pour pouvoir mettre ça en place. C'est ça, c'est bien, très bien. Très beau mot de la fin. Merci Eddy en tout cas. Avec plaisir les gars, merci, c'est Bruce. toujours un plaisir. Et puis on se dit à la prochaine. Et puis ici c'est Paris. Ouais, les Paris, ici c'est Paris. C'est Paris. Bon match à tous pour mercredi et venez à la Maison France Montréal. Exactement. Bye les gars. Bye.